Pendant des décennies, la Chine a investi des milliards et des milliards de dollars pour moderniser son armée. Elle a tout fait pour construire une force de combat capable de défier son plus grand rival, les États-Unis d'Amérique. Ses responsables exhibent régulièrement leur dernier système de missiles et se vantent de leur force de premier plan mondial, espérant ainsi semer la peur dans le cœur de leurs ennemis et intimider toute nation qui oserait les défier. Mais sous la fanfaronnade et la bravade de Pékin se cache une réalité bien plus dure. L'armée chinoise est loin d'être aussi puissante qu'on le prétend. Et sans même tirer un seul coup de feu, les États-Unis ont à plusieurs reprises démantelé les stratégies militaires de la Chine et ébranlé sa confiance, forçant Pékin à revoir ses plans encore et encore. Cela s'est produit dans les années 1990. Cela s'est produit dans les années 2000. Et cela se produit à nouveau, en ce moment même. C'est l'argument avancé dans un rapport accablant rédigé par Miles Yu, chercheur principal et directeur du China Center au Hudson Institute. Ayant servi comme conseiller en politique chinoise auprès du gouvernement américain, et ayant consacré sa vie à l'étude de la culture militaire et stratégique chinoise, Yu est l'un des plus grands experts mondiaux dans ce domaine particulier. Quand il parle, les gens écoutent. Et en mars 2026, il a conclu que les décisions militaires chinoises sont réactives et non proactives. Il a soutenu qu'au lieu que Pékin agisse de sa propre initiative, toute sa stratégie d'investissement dans la défense est directement liée aux actions des États-Unis. Chaque fois que les États-Unis démontrent leur supériorité militaire, Pékin traverse ensuite une période de panique, de purge et d'instabilité totale en réalisant à quel point il est en retard. Comme l'explique Yu, depuis la guerre du Golfe jusqu'aux confrontations plus récentes impliquant l'Iran et le Venezuela, la domination américaine sur le champ de bataille a révélé à plusieurs reprises les faiblesses systémiques du complexe militaro-industriel chinois, forçant des cycles de modernisation précipités, de crises internes et de purges politiques. Autrement dit, les États-Unis n'ont pas à attaquer directement la Chine pour prouver leur supériorité. Ils se contentent simplement de poursuivre leurs activités, menant des opérations dans des endroits comme l'Amérique latine et le Moyen-Orient, atteignant rapidement leurs objectifs et mettant leurs innovations militaires à l'épreuve dans des conditions de combat réelles pour démontrer leur valeur sans l'ombre d'un doute. La Chine, quant à elle, observe ces événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Elle regarde la puissance militaire écrasante de l'Amérique submerger chaque ennemi sur son passage. Elle voit les forces américaines opérer avec une efficacité remarquable, subissant souvent des pertes minimes, même lors d'opérations offensives dans les territoires les plus hostiles, comme lors de la guerre de 2026 en Iran. Et lorsque Pékin voit tout cela, cela l'effraie. Vous citez plusieurs exemples notables de ce schéma en action. Le premier est la guerre du Golfe de 1991. La Chine n'a joué aucun rôle notable dans ce conflit. Après la guerre, on a découvert qu'elle avait violé les résolutions des Nations Unies, en prenant des mesures pour réarmer l'Irak. Mais pendant la guerre elle-même, la Chine a fermement condamné l'invasion du Koweït par l'Irak, et a manifesté son soutien aux forces de la coalition, qui comprenaient les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, et de nombreux autres pays occidentaux, ainsi que des pays de différentes autres régions du monde. Pourtant, même si elle n'avait pas ses propres troupes sur le terrain, la Chine a observé de près le conflit, et en a tiré des leçons qui allaient en façonner son armée dans les années à venir. Car lorsque la guerre a commencé, la plupart du monde, y compris la Chine, s'attendait à un conflit long et prolongé. L'Irak avait une armée immense, des milliers de chars, un large réseau de défense aérienne et des années d'expérience de combat après la guerre contre l'Iran. Cet adversaire semblait très difficile à vaincre, même pour la puissance des États-Unis et de leurs alliés. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, car les États-Unis ont inauguré une toute nouvelle ère de la guerre. Leurs avions furtifs de pointe ont traversé les défenses irakiennes sans être détectés. Des armes guidées de précision ont frappé leurs cibles avec une précision remarquable. En un rien de temps, d'innombrables ressources irakiennes ont été anéanties, tandis que les États-Unis s'appuyaient sur des technologies avancées, des satellites, des avions de surveillance et des réseaux de commandement pour exercer un niveau de contrôle sans précédent sur le champ de bataille. En quelques semaines, l'une des armées les plus puissantes du monde à l'époque a été effectivement neutralisée. Et à Pékin, les responsables chinois observèrent la scène avec horreur. Non pas parce qu'ils avaient un quelconque intérêt dans ce qui arrivait à l'Irak, mais parce qu'ils étaient témoins d'un type de guerre auquel ils n'étaient tout simplement pas prêts à faire face. Les États-Unis avaient abandonné les tactiques de la guerre froide du passé, construisant des stratégies plus modernes et efficaces sur la base d'armes de précision, de systèmes furtifs et d'une connaissance en temps réel de la situation. Tout à coup,
La guerre n'était plus une question de savoir quel camp avait le plus de troupes ou les meilleurs chars pour l'emporter. Elle s'était transformée en quelque chose de bien plus complexe, et l'information en était le cœur. Les États-Unis prouvaient qu'il était possible de dominer le champ de bataille grâce aux données. La Chine en est arrivée à une conclusion claire et évidente. Son armée populaire de libération, l'APL, avait été conçue pour un monde qui n'existait plus. Et si elle devait un jour affronter les États-Unis, elle n'aurait pratiquement aucune chance de réussir. Elle devait changer rapidement. Ainsi, dans les années qui ont suivi, tout comme l'affirme la théorie de Yu, la Chine a répondu aux actions des États-Unis en lançant une vaste campagne de modernisation. Elle a commencé à rechercher et à développer des missiles plus puissants et plus précis, investissant une grande part de son budget de défense dans l'électronique et la cyberguerre. Elle a fait ce qu'elle devait faire pour tenter de combler l'écart avec les États-Unis. Et ce n'était pas un incident isolé ou ponctuel. En effet, comme le souligne Yu, le bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade par les États-Unis en 1999 et l'incident de l'EP-3 en 2001 ont encore renforcé la vulnérabilité de l'APL, accélérant les investissements dans l'aérospatial, le cyberespace et les capacités d'anti-accès. À chaque fois que les États-Unis réussissaient une action ou une opération militaire majeure, la réaction chinoise était toujours la même. Elle essayait de rattraper son retard. De l'extérieur, les efforts de Pékin semblaient à la fois ambitieux et admirables. Au fil des ans, de puissants navires de guerre chinois ont été lancés, des avions de chasse modernes sont entrés en service, et les programmes de missiles balistiques ont atteint de nouveaux standards de performance. Des branches entières de l'armée ont été réorganisées et restructurées pour répondre aux besoins changeants de la guerre moderne. L'APL est passée d'une force dépassée, axée uniquement sur la main-d'œuvre et la taille des flottes, à une armée beaucoup plus sophistiquée, équipée de systèmes de missiles apparemment à la pointe de la technologie et de capacités cybernétiques en constante évolution. Mais selon Yu, il y avait plusieurs défauts fondamentaux dans la manière dont la Chine a procédé pour obtenir ces améliorations. Le premier point est que la Chine a toujours été tellement pressée de moderniser son armée qu'elle ne voulait pas prendre le temps de développer de nouvelles capacités sur le plan national et progressivement au fil des années. Elle ne voulait pas investir temps et effort comme les États-Unis pour planifier, perfectionner ses conceptions, subir des années d'essais et erreurs et accepter l'échec dans le processus. En bref, elle voulait accélérer son innovation. Pour cela, elle a surtout utilisé l'acquisition de technologies étrangères et la rétro-ingénierie de conceptions existantes. Parfois, Pékin a utilisé des tactiques sournoises, dont l'espionnage industriel, pour obtenir des informations sur des équipements militaires étrangers et tenter de les copier. Cela signifiait qu'au moins en apparence, elle était capable de combler ces écarts avec l'Amérique à un rythme relativement rapide. Mais il y a une grande différence entre acquérir une technologie et la maîtriser, ce qui nous amène au deuxième défaut que Yu a souligné dans son rapport. La Chine possédait de nouveaux missiles sophistiqués, avions de chasse et autres équipements pour ses défilés militaires, mais selon Yu, elle n'avait pas forcément la précision d'ingénierie et la science des matériaux, assurant des performances constantes. En somme, elle avait la technologie sans les connaissances pour l'exploiter pleinement. Maintenant, le troisième problème concerne la politique chinoise de fusion civilo-militaire, MCF, qui a été conçue pour combler les lacunes et briser les barrières entre la recherche civile, les secteurs commerciaux du pays et son complexe militaro-industriel. Sur le papier, encore une fois, c'est une idée intelligente, dont l'un des principaux objectifs est de s'assurer que presque toutes les innovations civiles, comme l'IA, les ordinateurs quantiques et les semi-conducteurs, puissent être réutilisées à des fins militaires. Cela signifie également que toutes les organisations opérant en Chine, qu'elles soient publiques, privées, ou même des entités étrangères, sont légalement tenues de partager leurs données avec l'armée, si cela leur est demandé. En réalité, cette politique a, selon Yu, favoriser la corruption et l'inefficacité dans l'ensemble du secteur de la défense, menant à la conséquence la plus dévastatrice de toutes, la crédibilité douteuse de la qualité et de la fiabilité des armes de l'APL. Petite parenthèse avant d'aller plus loin. Vous regardez The Military Show, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Alors que la politique de la FCM était censée rendre l'armée chinoise plus grande et meilleure que jamais, elle a en réalité introduit de nouveaux problèmes toxiques qui se sont révélés presque impossibles à résoudre, avec des conséquences néfastes et durables pour la sécurité du pays et sa capacité de projection de puissance à l'avenir. Voici pourquoi. Lorsque la Chine a effectivement uni les secteurs militaires et civils, elle a introduit la politique au sein de l'APL bien plus qu'auparavant. Dans les systèmes politiques centralisés, annoncer de mauvaises nouvelles est dangereux.
Les dirigeants refusent d'entendre parler de défauts ou d'échecs, préférant les progrès et les succès. En conséquence directe de cela, une culture commence alors à se former dans laquelle les problèmes sont dissimulés, les insuffisances sont minimisées, et les dirigeants reçoivent des rapports qui ne mettent en avant que ce qui fonctionne bien, en omettant complètement toute mention des défis et des lacunes. Dans le monde militaire, ce genre de culture est extrêmement dangereux. Un nouveau système d'armes pourrait être développé et sembler prometteur, mais présenter encore de nombreux défauts de conception qui pourraient le rendre totalement inutile dans des conditions de combat réelles. Les gens craignent de parler à leurs supérieurs de sujets négatifs, alors ils ignorent les problèmes et font seulement des rapports élogieux. Ils affirment que le système est parfait, révolutionnaire et sans égal dans le monde, prêt à être déployé sur le champ de bataille pour démontrer la puissance inégalée de l'APL. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ces systèmes survendus, mais imparfaits, sont mis en service ou vendus à d'autres pays, et lorsqu'ils sont réellement déployés, tous leurs défauts sont révélés au grand jour. Comme Yu lui-même l'écrit, un système politique fondé sur la propagande encourage les affirmations exagérées et l'auto-tromperie, masquant les véritables lacunes, jusqu'à ce qu'elles soient exposées dans des conditions opérationnelles. Et lorsque ces lacunes sont enfin révélées, la Chine semble toujours réagir de la même manière, par une purge. Si un système censé être révolutionnaire s'avère en réalité très médiocre, le PCC lance des enquêtes qui sont souvent présentées comme visant à éradiquer la corruption dans le secteur de la défense du pays. Inévitablement, après des semaines ou des mois de ces mesures d'enquête, des personnes au pouvoir sont soudainement privées de ce pouvoir. Des officiers militaires doivent démissionner ou quitter leur poste. Du jour au lendemain, des dirigeants de la défense disparaissent, et une possible enquête sur les problèmes systémiques du PCC et de l'APL tourne vite en chasse aux sorcières, visant un nouveau bouc émissaire du gouvernement. Comme l'explique Yu, cela crée un cycle dans lequel les purges politiques remplacent les réformes techniques. Au lieu de traiter la cause du problème, le PCC se limite à licencier quelques personnes, puis reprend ses pratiques, jusqu'au prochain échec majeur, et le cycle recommence. Ce cycle est non seulement absurde, mais aussi destructeur. Chaque fois que le PCC procède à une de ces purges, même si cela peut éliminer quelques responsables corrompus ici et là, il se débarrasse aussi de personnes ayant des années, voire des décennies d'expérience et d'expertise. Et ce faisant, il sape sa propre capacité d'apprentissage et d'amélioration. Plus ce cycle se perpétue, plus la situation empire. Yu écrit que l'innovation devient plus risquée, et non plus sûre. La vérité devient plus dangereuse que l'erreur. C'est pourquoi l'Amérique n'a pas besoin de tirer un seul coup de feu pour mettre la pression sur l'APL. Elle n'a pas besoin d'aucune confrontation directe avec Pékin pour montrer sa puissance militaire. Elle doit simplement continuer à démontrer sa supériorité à chaque occasion, sachant que le système chinois sombrera dans la panique et s'autodétruira par la suite. Et en 2026, les États-Unis ont démontré leur supériorité à plusieurs reprises, et nous avons vu le cycle autodestructeur chinois se dérouler exactement comme prévu. En janvier, par exemple, les États-Unis ont mené l'opération Absolute Resolve. En l'espace d'une seule nuit, en moins de 3 heures pour être plus précis, les forces américaines ont bombardé des infrastructures dans le nord du Venezuela, éliminé les systèmes de défense aérienne et capturé le président du pays, Nicolás Maduro, dans un complexe fortifié à Caracas. Pour couronner cet exploit, aucune vie américaine n'a été perdue lors de l'opération. En février, avec Israël, les États-Unis ont lancé une guerre contre l'Iran. Ils ont mené l'une des campagnes de bombardement les plus rapides et marquantes jamais vues, tuant une grande partie des dirigeants du pays, dont l'ancien guide suprême, et détruisant de nombreux systèmes de défense aérienne, bases de missiles et autres cibles de valeur. Ils ont ensuite imposé un blocus naval du détroit d'Ormuz, anéantissant une grande partie des forces militaires iraniennes et repoussant de nombreuses attaques, tout en subissant seulement des pertes minimes. Dans ces deux conflits, les adversaires de l'Amérique, le Venezuela et l'Iran, comptaient en partie sur des équipements fournis par la Chine, notamment des plateformes de missiles, des radars et des réseaux de défense aérienne. Yu souligne que ces équipements ont souvent échoué face à la furtivité et la guerre électronique avancée des États-Unis. Ce sont les mêmes systèmes, présentés en Chine comme aptes à contrer les menaces les plus récentes et redoutables, même sous forte pression. Pourtant, un à un, ils ont échoué dès le premier obstacle. Le système de défense aérienne phare QG-9B qui aurait été utilisé en Iran par exemple, n'a pas réussi à intercepter les avions américains ou israéliens. Les radars YLC-8B de la Chine se sont également révélés relativement inutiles et ont été rapidement rayés de la carte.
Et même lorsque l'Iran a déployé des missiles anti-navires supersoniques chinois, CM302, ils n'ont pas réussi à atteindre leur cible. Face à ces échecs, le PCC aurait pu, et peut-être aurait dû, mener un examen sérieux pour comprendre comment et pourquoi ces systèmes d'armes avaient été si bien notés, mais n'ont pas été à la hauteur des attentes. Au lieu de cela, il a fait ce qu'il a toujours fait, une nouvelle purge. Comme l'explique Yu, un grand nombre de hauts commandants de l'APL ont été effacés et ont disparu de la vue du public, y compris des personnalités au plus haut niveau de commandement. De nombreux généraux militaires expérimentés ont tout simplement cessé d'apparaître en public et lors des rassemblements politiques, et on estime que les 2/3 de la commission militaire centrale du pays, la plus haute autorité militaire en Chine, ont été démis de leurs fonctions depuis le début de l'année. Dans le secteur scientifique et industriel également, la purge a fait des ravages. Yu cite des exemples comme Hu Yongming, l'un des principaux scientifiques dans l'industrie de l'aviation navale et du développement des porte-avions, et Yang Wei, l'un des meilleurs concepteurs chinois d'avions de chasse avancés. D'autres personnalités clés purgées incluent Huawei Yiyin, chercheur en missiles de défense, et Wu Manqing, spécialiste du radar et de la lutte contre la furtivité. Certains responsables ont même été sévèrement poursuivis, comme Tan Ruisong, président de la Corporation de l'industrie aéronautique de Chine, qui a été condamné à la peine de mort avec sursis pour corruption. D'autres personnalités sont décédées dans des circonstances mystérieuses, comme Fang Dai Dining et Yang Hong, tous deux chercheurs en armes hypersoniques expérimentés. Tout cela est une conséquence directe des triomphes militaires des États-Unis, qui, comme l'explique Yu, ont eu un double effet sur le développement des armes en Chine. D'une part, les succès des États-Unis ont forcé la Chine à s'adapter, en poursuivant ses campagnes de modernisation accélérées et en améliorant ses capacités, investissant d'énormes sommes d'argent et de ressources dans le développement de nouvelles armes, de véhicules, de navires et de systèmes de défense pour les montrer au monde entier. En même temps, les opérations américaines dans des endroits comme l'Iran et le Venezuela ont également servi de test de résistance pour les progrès de la Chine. Et, malheureusement pour Pékin, elle a échoué à ces tests à plusieurs reprises. Ses atouts se sont révélés faibles, défaillants et totalement incapables de répondre à leurs grandes attentes. Cela a déclenché à son tour un torrent de troubles au sein même du PCC, avec des responsables épurés dans l'ensemble des secteurs de la défense et de la recherche chinois. Le résultat final est décrit comme un paradoxe par Yu, dans lequel la volonté du PCC de rivaliser, voire de surpasser les États-Unis, le pousse à poursuivre des programmes militaires de plus en plus ambitieux. Pourtant, ce même système qui permet la mise en place de ces programmes les empêche également d'atteindre leur véritable potentiel. Si la Chine disposait d'un système plus rationnel, plus ancré dans la réalité, ou d'une séparation plus claire entre sa politique et son armée, alors peut-être que ce genre de situation ne se produirait pas. Le pays pourrait consacrer le temps et les efforts nécessaires pour atteindre ses ambitions militaires, en traversant les mêmes hauts et bas que les autres grandes puissances militaires. En voyant l'échec non comme une faute à éviter ou punir, mais comme un élément clé du processus d'apprentissage. Au lieu de cela, la Chine a mis en place un système qui efface la capacité même à une véritable innovation. Ainsi, les progrès restent inégaux et dangereusement fragiles. En conclusion, Yu note, tant que cette dynamique persiste, chaque nouvelle démonstration de supériorité militaire américaine ne remettra pas seulement la Chine en question sur le plan extérieur, mais la déstabilisera aussi de l'intérieur, renforçant ainsi l'écart même qu'elle cherche à combler. Ainsi, même si elle n'affronte pas directement la Chine sur le champ de bataille, Washington continue de garder une avance sur Pékin. Chaque opération militaire sert à démontrer la domination des États-Unis, perturbant et déstabilisant à plusieurs reprises les stratégies de son plus grand rival mondial. Maintenant, pour plus d'analyse sur la Chine, regardez cette vidéo qui examine comment les plans de Pékin pour envahir Taïwan ont peut-être déjà été contrecarrés, avant même que le premier coup de feu ne soit tiré, grâce à une combinaison des États-Unis, de l'Ukraine et du Japon. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment les États-Unis ont réalisé ce qui semblait impossible, poussant la Chine à se mettre à l'abri. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à l'émission militaire pour plus de contenu de qualité comme celui-ci.